bonsoir. Mamadou Touré, merci d'être là. Merci. Qui nous a ramené des dossiers visiblement chauds. Bon, j'espère que je n'aurai pas à utiliser les dossiers. D'accord. Félicitations pour la reconduction. Merci beaucoup. Comment l'avez accueilli cette autre reconduction dans le gouvernement? Comme un renouvellement de la confiance du chef de l'État. D'accord. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Africa Sport est un D2. Votre club de cœur. La bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, l'Africa Sport monte en D1. Ah bon, on a l'assurance? C'est une prière, c'est un vœu pieux, c'est quoi finalement? Ou c'est une certitude? C'est une certitude. Bon, ok, on verra. Très bien. 300 jeunes réunis dans le cadre donc, du forum des jeunes sur la thématique les métiers de la terre de demain. Déjà, comment ils ont été recrutés, ces 300 jeunes? Bon, d'ailleurs, on a eu 150 jeunes délégués venus de différents pays dans le monde. Et puis, on a eu 150 autres jeunes délégués venus de l'ensemble des régions de notre pays. Il s'agit essentiellement des jeunes délégués CNJ, Conseil national des jeunes. Ils représentent différents départements du pays. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que tous les départements de la Côte d'Ivoire soient représentés. Donc, on a eu ces 150 jeunes délégués du pays, en mettant un accent particulier sur le genre, donc avec un niveau de représentation des jeunes filles qui était acceptable. Alors, ils ont discuté, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de désertification, de changement climatique, des métiers liés donc à la terre, des difficultés qu'ils rencontrent. Pourquoi, par exemple, la moyenne d'âge des personnes qui travaillent la terre un peu partout en Afrique oscille entre 45 et 60 ans, alors que les jeunes sont en moins de 35 ans. Pourquoi de moins en moins de jeunes s'intéressent donc à la terre? Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'ils s'intéressent à la terre? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Quelles sont les solutions qu'ils proposent aux décideurs que nous sommes? D'accord. Ils ont produit des résolutions que vous avez lues aujourd'hui même, autant que je sache. C'est quoi les grandes lignes de ces résolutions-là? D'abord, ils ont demandé donc, que nous mettions en place des dispositifs pour lutter contre la pénibilité donc, au niveau du travail de la terre, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes refusent de travailler la terre parce qu'ils ne veulent pas travailler avec les dabas comme leurs parents. Il y a les nouvelles technologies aujourd'hui, la technologie a évolué, ils veulent accéder aux moyens modernes donc, de culture de la terre. Deuxièmement, il y a la sensibilisation. Ils ont souhaité participer au processus de sensibilisation, que ce genre de forum où l'avenir du monde se décide, puisqu'ils sont le présent et l'avenir de ce monde, qu'ils soient associés, qu'ils donnent leur avis. Ils ont demandé aussi que les décideurs que nous sommes adaptions les programmes de formation dans nos différents établissements aux métiers liés à la terre. Donc, ils ont demandé qu'il y ait à ce niveau-là un changement des curricula de formation pour que des jeunes qui veulent accéder à la terre pour cultiver puissent donc se former. Et ensuite, ils ont demandé aussi l'accès au financement. Beaucoup de jeunes ont des difficultés pour accéder au financement lorsqu'ils veulent entreprendre dans le domaine de la terre. Ils ont aussi relevé la difficulté d'accès à la terre même, puisque de plus en plus, il y a la rareté de la terre. Déjà, avec la désertification, on a de moins en moins de terres cultivables. Et même quand les terres cultivables existent, l'accès à la propriété n'est plus chose très facile. Donc voici autant de questions qui ont été donc abordées par les jeunes et pour lesquelles, avec mes pairs, collègues, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, ministre de l'Environnement, ministre des Eaux et Forêts, nous étions près de 76 aujourd'hui. Nous avons écouté et nous allons traduire à nos différents chefs d'État donc ces résolutions et nous verrons comment les mettre en application. Le président de la République a présenté, pas plus tard que lundi, le 9, en ouverture officielle de cette COP 15, ce qu'on a appelé l'initiative d'Abidjan, le Abidjan Legacy Programme, estimé à un peu plus d'1,5 milliard de dollars américains. C'est un financement sur, on va dire, sur 5 ans. Est-ce que les problématiques soulevées par ces jeunes-là peuvent être aussi liées aux prises en compte dans le cadre de cette initiative d'Abidjan? Bien sûr, puisque ce programme de 1,5 milliard de dollars vise au reboisement, à lutter contre la déforestation, à développer de nouvelles approches culturelles pour permettre donc de lutter contre la désertification. Et tous les problèmes soulevés donc, par ces jeunes, et la présentation de projets à financer, puisque dans ce 1,5 milliard de dollars, il y aura des projets qui pourraient être présentés et être financés. Et il y a une cohérence entre donc, ce programme initié par le chef de l'État et les aspirations profondes des jeunes. Il s'agira maintenant pour
ces jeunes Ivoiriens qui sont là, de s'approprier ce programme. Et pour ceux qui veulent entreprendre dans le domaine donc, de l'agriculture, donc de se donner les moyens pour avoir les meilleurs projets. Et bien évidemment, le milliard 5 est à mobiliser, aussi bien au niveau national qu'international. Je pense que l'un des défis après cette COP, ça sera notre capacité, avec l'ensemble de nos partenaires, à mobiliser et à rendre disponible ce milliard 5. D'accord. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les problématiques soulevées par ces jeunes, vous les aviez déjà détectées ou c'est là que vous les avez découvertes et ça a été juste une confirmation pour vous? Non, le thème a été défini par le comité d'organisation de la COP. Mais tous les points qui ont été discutés sont des points soulevés par les jeunes. Il s'agissait pour nous de juste créer le cadre et ensuite mettre en place un process de sélection qui soit juste, inclusif. Maintenant, il faut laisser les jeunes s'exprimer, puisque l'idée, c'est qu'ils se plaignent de ne pas être suffisamment entendus. Il ne s'agit pas de les influencer, de leur imposer des idées, mais qu'eux-mêmes se retrouvent. Et la diversité de ces jeunes qui viennent de différents pays du monde avec différentes réalités leur a permis en 3 jours de réfléchir et puis de proposer des solutions. Vous n'avez pas créé le cadre, ce qui est du rôle, j'ai envie de dire, régalien des différents États. Quelles seront justement les implications, voire les niveaux d'implication des États pour l'implémentation de ces résolutions-là, si jamais elles sont validées et acceptées? D'abord, la COP est aussi une initiative des Nations Unies, donc qui est une assemblée des États. Et je pense que ce sont ces États qui, en ayant pris conscience du rôle important des jeunes et surtout du danger que les problématiques traitées, la désertification, etc., posent par rapport à l'avenir qu'est la jeunesse, ces États ont décidé de donner la parole aux jeunes. Et donc je pense que s'ils ont décidé de donner une place aussi importante aux jeunes pendant ce forum, c'est parce qu'ils ont à cœur donc, de prendre en compte les aspirations de ces jeunes et les traduire en actions concrètes dans leurs États. Alors il y a une institution très sérieuse américaine qui avait publié il y a quelques années des statistiques disant que 80% des métiers en 2030 ne sont pas encore connus aujourd'hui. Pour une question de parallélisme, est-ce que pour amener cela au métier de la terre, est-ce qu'on connaît les métiers de demain? Ces métiers qui peuvent justement aguicher ces jeunes-là, les amener vers les métiers de la terre. Est-ce qu'on les connaît? Certains métiers sont connus. Et puis après, ce dont il était question aussi, c'est que les jeunes fassent preuve de beaucoup d'imagination, pour eux-mêmes réinventer un certain nombre de métiers. Vous prenez aujourd'hui dans le domaine du digital. Beaucoup de jeunes, même des Ivoiriens, ont révolutionné l'approche culturelle aujourd'hui avec les drones qui permettent donc de mesurer. Absolument. Donc, avec l'innovation aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent apporter beaucoup. Quand vous prenez, par exemple, je donne un exemple très concret, vous prenez, par exemple, l'EVA culture. On a des métiers tels que le métier de seigneur, où nous n'avons pas de main-d'œuvre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'EVA n'arrivent pas à trouver des seigneurs. Ensuite, l'autre problème qui se pose chez Ivan, il peut exister des terres, mais j'ai la rareté des terres. J'ai pris l'exemple concret aujourd'hui au cours de ce forum. Prenez le Niger. Le Niger avait 3 millions d'habitants en 1960. Le Niger a 19 millions d'habitants aujourd'hui. Le Niger aura, à l'horizon 2035, 40 millions d'habitants. Et à l'horizon 2050, ce sont 3 millions d'habitants. Mais le Niger n'a que 8% de ces terres qui sont arables, donc cultivables. Et si le processus de désertification et de changement climatique perdure, on n'aura en 1950 que 2% de terres cultivables. C'est une crise pour près de 20 fois plus de population qui existe. C'est cela. Que faire? Aujourd'hui, il y a des solutions. Et l'une des solutions qui est en train d'être expérimentée à Yamoussoukro, puisque mon département, en partenariat avec l'ESA de Yamoussoukro, c'est de mettre en place de nouvelles techniques agricoles qui permettent, sur une surface très réduite, de produire beaucoup plus. À l'hectare aujourd'hui, avec les techniques développées, on peut produire, voire 10 fois plus qu'un agriculteur normal. L'autre chose aussi, c'est la gestion du temps. Nos parents paysans sont assujettis aujourd'hui aux aléas climatiques. Et aujourd'hui, personne ne peut dire c'est quand la saison de pluie, personne ne peut dire c'est quand la saison sèche. Donc les programmations de culture peuvent être impactées par le changement climatique. Avec ces nouvelles techniques agricoles, on peut cultiver toute l'année parce qu'on a une maîtrise donc, de tout l'environnement, l'eau, etc. Et ce qui permet aux jeunes d'avoir un revenu régulier par mois. Et ceux qui sont à Yamoussoukro dans le cadre du programme Enabol Youf arrivent jusqu'à avoir entre 400 et 500 000 francs de revenus mensuels. Là où nos parents devaient attendre des périodes précises de l'année pour vendre leurs produits et avoir des ressources. Donc, des solutions existent. Ils sont nombreux en ce moment à nous suivre en direct, en Côte d'Ivoire, mais également partout dans le monde. Surtout la diaspora, d'ailleurs, pour qui on a un petit clin d'œil.
la question qui revient tout le temps sur les lèvres, c'est « OK, nous on a des idées, mais comment on finance tout ça? On se tourne vers qui ?» Bon, on crée des réseaux d'abord, parce que je vois très bien la question. Le gouvernement essaie aujourd'hui d'aider. Donc, à travers mon ministère, il y a des petits fonds qui sont mis en place, des fonds de garantie, etc. Mais ça, c'est vraiment pour aider. Dans un environnement normal, dans un contexte normal, vous êtes porteur d'idées, mais vous cherchez des partenaires. Vous avez partout dans le monde des personnes qui ont des ressources, qui cherchent à investir. Et vous êtes porteur d'un projet clair, viable. Et ce genre de rencontre, puisqu'il y a un business forum, permet de mettre sur la même table des porteurs de projets, des porteurs d'idées. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État est là pour créer l'environnement, l'État est là pour aider les plus vulnérables, mais l'État ne peut pas remplacer la dynamique économique. L'État crée l'environnement. Après, nous sommes dans une économie libérale, les acteurs se rencontrent, échangent. Moi, j'ai vu des jeunes qui avaient des petits projets, qui avaient besoin d'agrandir leurs projets, qui ont ouvert leur capital à des investisseurs privés et qui aujourd'hui ont des ateliers qui marchent très bien. Il faut rechercher des partenaires, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Voilà, et puis il faut que les acteurs du secteur privé, notamment les banques, acceptent aussi de jouer leur rôle. Ce qui est reproché aujourd'hui, c'est que les banques n'accompagnent pas suffisamment cette dynamique. Sinon, on n'accompagne pas du tout de l'avis de certains. Et c'est peut-être pour compléter un petit peu justement ce point de la question, c'est relatif à la problématique du suivi, parce que d'aussi bonnes résolutions sont prises dans le cadre de cette rencontre-là. Comment tout ça est mis en place après? Comment on garde le contact justement avec ces 300 jeunes qui ont pris part, qui bénéficieront véritablement de tout ce qui sera mis en place par derrière? Écoutez, moi je retourne la responsabilité. Aujourd'hui, les États ont donné une plateforme aux jeunes, ils se sont exprimés, ils ont fait des résolutions. Ils nous ont amenés à nous engager, etc. Il revient aux jeunes eux-mêmes de mettre en place un dispositif de suivi et d'interpeller les États sur leurs engagements, puisqu'il s'agit d'eux. Donc, j'espère que ces 300 jeunes qui ont représenté l'ensemble des jeunes dans le monde mettront en place un réseau et qu'à chaque COP, ils pourront eux-mêmes faire une propre évaluation donc, des engagements qui ont été pris à Abidjan et le niveau de mise en application donc, de ces engagements. Bien évidemment, c'est en toute responsabilité que les États ont donné la parole aux jeunes, sont conscients des problèmes qui se posent par rapport donc, à la terre. Et donc, il revenait à chaque gouvernement donc, de mettre en application les engagements qui ont été pris. Mais je souhaite que la jeunesse joue la police auprès donc, des gouvernements. Est-ce qu'elle est formée pour ça? Est-ce que vous pensez qu'elle est assez prête pour ça? Mais je pense qu'ils sont prêts. Moi, j'ai vu la richesse des débats, la qualité des débats. On a des jeunes de qualité. Je vous jure, il y a des jeunes ivoiriens ou pas ivoiriens, mais qui sont des jeunes de qualité.